Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, bienvenue à ce numéro des Press In, cette émission comme ça qui analyse et on va également décrypter l'actualité de la RDC. Le lundi dernier, on a parlé comme ça de la sécurité, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler, encore une fois de plus, de la sécurité, mais aussi de la rareté des maïs dans le Grand Katanga. Pour en parler, j'ai deux personnes, bien sûr, sur cette table, et c'est les gens avec qui on va discuter des ces thématiques retenues pour le compte des Press In d'aujourd'hui. Je commence à dire comme ça. Bonjour à Gilbert Ngunga. Bonjour Jonathan Makila. Ouais. Et merci pour cette introduction de l'émission avec la vivacité. Waouh. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça prouve à suffisance que je monte à puissance. Ça prouve à suffisance que tu as beaucoup mangé. Bon, allez. Non, même pas. Laissez-moi alors saluer également la grande gueule, Gédéon Atibo. Bonjour. Jonathan Makila, bonjour à Socrate, bonjour à nos auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous font confiance. Press In revient également et on va essayer encore une fois le plus de creuser la question sécuritaire. Eh bien, qu'allons-nous faire? Le pays est agressé, il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut dénoncer, en même temps il faut donner des directives. C'est l'objectif de ces Press In. Laissez-moi commencer par cette petite question. Est-ce que les auditeurs ou encore les internautes, les gens qui nous suivent, ne sont pas fatigués par moment? On revient souvent, les mêmes sujets reviennent. Vous savez, le journaliste, il doit travailler en conformité ou encore en accord avec la situation, avec l'atmosphère de son pays. Eh bien, nous ne pouvons pas inventer ou encore créer l'actualité. Il s'est fait que la République démocratique du Congo est attaquée par le Rwanda à travers le 23 qui est son bras séquilier. Eh bien, la situation du pays nous oblige, en même temps, nous impose, nous donne cette responsabilité de parler, de sensibiliser, de communiquer, de dénoncer. Et au-delà de cet exercice auquel nous nous adonnons volontiers, il est question également de donner des directives quand on voit que le gouvernement essaie de tituber un peu dans sa politique de défense, quand on voit le gouvernement arriver à prendre des décisions en tout cas aléatoires. En tant que journaliste, en tant que les historiens du présent, on essaye de ramener le gouvernement sur le droit chemin. Eh bien, les auditeurs ne peuvent pas se lasser. Ils doivent comprendre que c'est la situation du pays qui nous l'impose. Allez, la toute première question à monsieur Gilbert Ngunga. La force régionale de l'EAC doit quitter le sol congolais. Félix Tshisekedi l'a fait savoir, bien sûr, le président de la République au Botswana face à la presse. Vous, en tant que journaliste, comment avez-vous trouvé cette décision du chef de l'État congolais alors que le secrétaire général de l'EAC avait demandé comme ça 6 mois de prolongation? Voilà, merci beaucoup Jonathan Makila pour cette question posée et nous allons y répondre. Je crois que c'est une sage décision prise par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, parce que là, on doit le rappeler, la population congolaise de manière générale et plus particulièrement celle de la province du Nord Kivu avait demandé au gouvernement congolais, à travers les différentes manifestations pacifiques qu'ils ont organisées au Nord Kivu, en Ituri, le départ de la force régionale. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a entendu, vaut mieux tard que jamais, et il a pris la sage décision de remercier les forces de la troupe, les troupes de la force régionale. Ils doivent quitter le sol congolais parce que la mission qui a été confiée à la force régionale était une mission offensive. Donc la force régionale avait les mandats offensifs. Elle était là plutôt pour combattre les rebelles du 1-23 et les autres rebelles qui équiment la partie est de notre pays, qui massacrent nos mamans, qui tuent nos jeunes. Donc le chef de l'État a pris une sage décision de chercher les voies et moyens pour le départ, n'est-ce pas, des troupes de la force régionale afin d'inviter les troupes
de la SADC. Mais comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas qu'il y ait un chevauchement entre les troupes de la force régionale et les troupes de la SADC. L'idée est bonne et je crois que la procédure sera aussi respectée, c'est-à-dire les troupes de la force régionale quittent d'abord le sol congolais et par après nous invitons les troupes de la SADC pour qu'ils viennent combattre les rebelles et finalement imposer la paix dans la partie est du pays. Si nous laissons ces deux troupes sur le sol congolais, nous risquerons d'assister à un chevauchement entre ces deux forces de la région. Donc c'est ça, je crois que l'idée prise par les chefs de l'État rejoint justement la préoccupation soulevée par plus d'un Congolais parce que... on peut dire que c'est un pétard des piles et des billes de l'annonce, bien sûr, de l'arrivée de cette force régionale. Il y a pas mal de Congolais qui ont justement fustigé la décision prise par le chef de l'État, mais aussi son gouvernement. Jonathan Makila, vous savez, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, peu importe le temps que ça a pris, le chef de l'État a pris la décision de chasser les forces régionales du sol congolais. C'est ce qui est important parce que, vous savez, on ne dirige pas les pouvoirs seuls. Je le dis et je le répète, quand vous gérez les pouvoirs, vous devez avoir des branches sur qui s'appuyer. Et parmi les branches sur qui le chef de l'État peut s'appuyer pour conserver le plus longtemps possible son pouvoir, il y a l'armée, il y a les médias, il y a les banques, l'économie et tout ce qui va avec. Il y a même les églises. Ce sont là les branches sur qui tout chef d'État doit s'appuyer pour conquérir et pour conserver plutôt son pouvoir. Donc là, le chef de l'État est en train de s'appuyer sur l'armée pour conserver son pouvoir, parce que, qu'on se le dise, il est candidat à sa propre succession lors de la prochaine présidentielle. Il va présenter un bilan. Et aujourd'hui, si la paix est revenue ou ramenée dans la partie est du pays, ça sera un discours de la campagne électorale pour Félix Tshisekedi. Une question à messieurs Gédéon, ici présent bien sûr. Après l'évaluation, les gouvernements estiment que le rôle assigné à cette mission n'est pas rempli. Socrate l'a bien dit, mais est-ce qu'ici on peut clairement le dire que la force de l'EAC avait un autre agenda ou encore quelque chose, une autre mission cachée? Eh bien oui, bien sûr. Et là, nous étions parmi le premier à les décrier et même à les dénoncer si haut. Et voilà, le gouvernement n'a pas suivi la voie de la sagesse et a voulu bien se fier au conseil véreux. Le gouvernement a bien voulu se fier au conseil ou encore à la pression de l'ancien chef de l'État kenyan Uhuru Kenyatta, qui a même conseillé, qui a plaidé en faveur de l'intégration de la RDC à cette communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle la RDC n'a jamais fait partie. Mais curieusement, le nouveau pouvoir ou le pouvoir de Kinshasa nous amène à une adhésion qui au fil du temps se révèle improductive ou encore se révèle aux dames, se révèle donc carrément très suicidaire pour la République du Congo, dans la mesure où, au lieu que les forces, les troupes régionales de l'EAC viennent en RDC, soient déployées dans la partie est du pays pour combattre le M23, ces groupes ou encore cette force régionale a plutôt préféré vivre en intelligence et même en complicité avec le rebelle du M23. Nous les avons vus afficher une certaine complicité sans précédent. Naturellement, ils ont affiché cette collaboration qui frise en même temps un certain agenda caché, un certain agenda qui serait aux antipodes avec celui de la RDC, parce que
que quand la RDC a pris langue avec ces pays, il était question, bien sûr, de la sécurité et de la paix qui devrait, n'est-ce pas, être l'objectif primordial pour cette force régionale de l'EAC. Malheureusement, je constate qu'il y a eu une certaine contradiction entre ce qu'avait dit la force régionale de l'EAC à travers même son commandant régional qui vient récemment de démissionner et aussi la position de Kinshasa. C'est-à-dire, il y avait ce que disait Kinshasa, ce que disait l'EAC n'était pas la même chose. Et rien que par là, lorsque vous êtes expert en communication, vous comprendrez que voilà, on ne pouvait pas miser sur cette force régionale pour espérer le retour de la paix dans cette partie orientale du pays. C'est là que je suis en train de voir, voilà, le gros handicap, c'est au niveau de l'analyse même ou encore de l'État congolais. Comment avons-nous accepté adhérer à l'EAC? Est-ce que nous l'avons accepté par naïveté ou nous l'avons accepté par manque d'analyse préalable? Lorsque vous essayez d'analyser la question même de l'adhésion de l'EAC, vous comprendrez que depuis belle lurette, la RDC n'a jamais eu de rapport étroit avec le pays ouest africain. Ça aurait été au mieux, ça aurait été utile que la RDC ait un tel rapprochement ou un tel partenariat avec le pays, avec par exemple l'Angola qui est un partenaire stratégique et même historique qui a beaucoup aidé la République du Congo dans beaucoup de rébellions, mais on n'a pas voulu suivre cette donne. On est allé se griffer sur une force régionale qui en tout cas n'a pas pu remettre la paix dans la partie est du pays. C'est ce qu'on constate, constate, et là, le chef de l'État ou encore tout le gouvernement, toute la République se rend compte de l'erreur ou encore de la bourde monumentale qu'ils ont commise en nous amenant vers cette force régionale de l'EAC. Donc, ce sont des erreurs et en politique, ça ne pardonne pas. Socrate a parlé qu'il vaut mieux tard que jamais, mais moi je dirais le contraire, qu'en politique, tout comme lorsque vous êtes à la tête d'un pays, c'est du temps perdu. C'est-à-dire, lorsque vous allez encore vous rapprocher de la SADC, il faut encore reconstituer les dossiers, il faut encore repartir à zéro, on prend le même pour recommencer et entre-temps, rien ne marche au niveau de la République. Pendant ce temps, l'État est en train de fuir sérieusement et les élections s'approchent et les populations, et la demande devient beaucoup plus forte et la population s'impatiente et la population, quand il s'agira de sanctionner le dirigeant d'aujourd'hui, ne sera pas complaisante, j'espère. Voilà, encore une autre question, l'EAC part, la SADC débarque. Est-ce que ça ne sera pas un désordre de plus, d'autant plus que les voix déjà s'élèvent? Oui, on va tout droit vers ces risques, vers ces scénarios. Vous voyez. Pourtant, encore une fois de plus, j'ai dit ici que si l'on a bien analysé, si on s'attendait à un tel scénario, c'est-à-dire vous déployez la force régionale de l'EAC dans la partie est du pays, avec tout ce que la charte demande, avec tout le pouvoir qu'ils ont eu sur terrain, parce qu'à un certain moment, les forces armées de la RDC étaient dépossédées de leur autorité, de leur pouvoir, c'est-à-dire c'est la force régionale ou encore le militaire sous-régionaux qui régnait à maître dans cet espace géographique du pays. Maintenant, on n'a pas analysé, on n'a pas à un seul instant pensé à un tel scénario et on nous fait ramener, ou encore au mois de juin, on va nous faire ramener la force de la régionale de la SADC. Est-ce on a réfléchi? Est-ce que nous avons estimé dans quel environnement vont vivre toutes ces forces-là? Donc, ce sera une zone surmilitarisée et qui ne va pas permettre, n'est-ce pas, qui ne va pas permettre justement à ce que la population vive dans de meilleures conditions et voie quand même la lumière de l'autre bout du tunnel. Une zone surmilitarisée, eh bien, ça va profiter à qui? Comment l'opération souterrain sera gérée? Entre-temps, il y a encore la présence de la force de la MONUSCO qui est là, improductive depuis plus de 20 ans. Et au lieu de mettre à contribution les forces armées de la RDC, on a préféré encore aller appeler la SADC qui viendra avec l'agenda qui est le sien. Alors, on s'interroge, beaucoup de questions que nous posons dont certaines n'ont pas encore de réponse.
Allez, avant de prendre comme ça la deuxième thématique, une question, l'EAC part comme ça et puis la SADC débarque. Vous, en tant qu'analyste, est-ce que pensez-vous que nous sommes en train de partir tout droit, justement comme ça, dans le mur? Je ne pense pas que nous sommes en train de partir tout droit dans le mur parce que la décision que le chef de l'État a prise, c'est une décision sage. Parce que, je l'ai dit à ma première prise de parole, il serait mieux, avant que les troupes de la SADC ne débarquent voilà, à Kinshasa, plutôt en RDC, il faut d'abord et avant tout que les troupes de la force régionale quittent le territoire congolais pour éviter justement le chevauchement entre les deux forces de la région. Donc, elle va quitter quand cette force donc, régionale. puisque le mois deuxième mandat, le mois de juin, c'est prévu au mois de juin. On n'a pas, le chef de l'État parle en termes de probabilité, c'est pas encore confirmé. Encore là, la procédure, on devra encore interroger les tests. Que dit la procédure? C'est-à-dire c'est une longue procédure. Eh bien, le départ de la force régionale de l'EAC risque d'être encore un piège pour le chef de l'État. L'avantage que nous avons, c'est que nous dirigeons la SADC. C'est la RDC qui dirige la SADC. Nous avons le contrôle de la situation. Le chef de l'État est présent à la SADC. Nous avons tout un cabinet à la SADC. Donc, c'est un avantage, c'est un acquis pour la République démocratique du Congo. Cependant, nous devons être plus sages, plus malins, plus prudents, plus que le serpent, pour que les pires n'arrivent pas en République démocratique du Congo. Parce que ça craint. Moi, je me dis, si demain, les troupes de la force régionale refusent, par exemple, de quitter le sol congolais et que les troupes de la SADC arrivent en RDC, il y aura une guerre entre les deux forces. Je suppose, une guerre entre les deux forces, ou soit une guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo avec les troupes de la force régionale qui sont mal aimées en République démocratique du Congo suite à leur inaction sur le terrain parce qu'ils avaient une mission bien déterminée, un mandat offensif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je trouve que nous ne sommes pas en train d'aller droit au mur. Le chef de l'État est en train de chercher les voies et moyens pour imposer définitivement, s'il faut, la paix dans la partie est du pays, parce que, qu'on se le dise, quoi que le chef de l'État, quoi qu'il fasse en tout cas, la guerre sera toujours présente dans la partie est du pays, aussi longtemps que nous avons des ressources minières convoitées par tous les pays voisins et d'autres pays du monde. Il y aura toujours la guerre, mais ce que nous voulons, c'est un semblant de paix, si pas un semblant de paix, une paix qui permettra en fait aux Congolais de vivre, de bénéficier de leurs droits pleinement dans ce pays légué par nos aïeux. Donc c'est ce qui est important, parce que les principes, c'est quoi en relation internationale? La guerre, c'est la règle et la paix, c'est l'exception. Donc il y aura toujours la guerre. Mais nous, les chefs de l'État fait tout en fait pour imposer la paix dans la partie est du pays. Je l'ai dit, je crois, dans une émission, dans l'émission Twitos, c'est que nous sommes en train de vivre avec le chef de l'État. Nous sommes dans une période de la guerre. Et alors, Abeli trop. Il était dans plusieurs hôpitaux de la place, il n'y a aucune solution. Puisque tu es malade, tu as trop traîné avec cette maladie, mais là, pour Kobika, la personne sera tentée à rejoindre Gorodo à Mela pour que Abika, parce que Alembi. C'est ce qui arrive au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a tout fait pour chercher la paix. Il a tout fait. Il était partout. Il voyageait. Il cherchait des partenaires partout. Juste, il a donné au Rwanda même beaucoup de carrés miniers juste pour avoir la paix. Et finalement, on n'a pas la paix. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de tenter de son possible pour finalement imposer la paix. Et que en décembre 2023, nous ayons les élections. Parce que s'il n'y a pas élection, les gens ne verront pas la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les gens vont accuser les régimes de Kinshasa de vouloir s'éterniser au pouvoir par la force et de ne pas vouloir organiser les élections à la date prévue par la Constitution. Voilà pourquoi, raison pour laquelle, voilà, le chef de l'État est en train de chercher les solutions adéquates aux problèmes identifiés de l'insécurité qui sévit dans l'est du pays. Vous savez, Jonathan, il y a des choses dans la vie dont nous devons considérer l'importance ici. Et lorsque ces choses-là nous échappent, elles nous échappent carrément.
Et donc, c'est important de savoir cela. Et parmi ces choses qui, lorsque vous échappent, vous n'avez plus le contrôle, vous n'avez plus le contrôle, c'est le temps et les décisions que l'on prend. Voilà pourquoi il est très important, quand on prend des décisions, de bien le mûrir, de bien le fignoler, de bien le ficeler pour que ces décisions ne soient pas des décisions désastreuses dont on pourra regretter les conséquences plus tard. Autre chose, c'est les temps. C'est ici en Afrique où on blague avec les temps, ou c'est ici au Congo où on blague avec le temps. Posez la question à ceux qui comprennent, qui ont la notion du temps dans leur cerveau. Ils vous diront qu'est-ce que c'est le temps. Mais ici, on joue avec le temps, on pense que le temps est à notre profit, et encore, on pense que la période n'est pas suspecte pour nous, le temps n'est pas à notre profit non plus. La situation qui se vit actuellement, ou encore qui secoue l'Est de la République, n'est pas à notre avantage. On doit comprendre cela pour mieux réfléchir, prendre des bonnes décisions et au meilleur moment. Jonathan, si tu permets, juste un petit détail. En quelques secondes, on doit prendre comme ça. En quelques secondes, on doit prendre comme ça la deuxième thématique. Ce qui arrive en RDC, c'est quoi? C'est comme un fiancé. Hein? Encore un exemple. Un fiancé. Ouais. Vous prenez votre fiancée, n'est-ce pas? Ouais. Et vous faites une année de fiançailles. Vous êtes convaincu qu'avec elle, rien ne sera comme avant. Une année après, vous la prenez au mariage. Arrivé au mariage, la femme s'est méconduite. Vous prenez la décision de divorcer. On va dire quoi? Que vous êtes naïf? Vous n'avez pas su prendre une meilleure décision? Bien entendu. Mais non, pas du tout. Bien entendu. Parce que la fiancée vous a convaincu pendant le temps des fiançailles. Arrivé au mariage, elle change complètement les comportements. C'est justement ce qui arrive à la RDC avec la force. Le grand esprit, les pays membres. Le grand esprit ne se trompe pas. Les partenaires en face ne sont pas sincères avec la RDC. Le grand esprit ne se leurre pas. Vous voyez, c'est ça la particularité. Lorsqu'on est grand, on ne se trompe pas. Celui qui ne se trompe pas n'est pas un humain en tout cas. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Regarde, aussi importantissime, on ne se trompe pas. On agit avec rationalité. Les pays membres de EAC, n'est-ce pas, la communauté d'Afrique de l'Est, ont prouvé à la RDC la fidélité pendant les temps des fiançailles. Arrivé au mariage, ils se sont méconduits. Voilà pourquoi le chef de l'État a voulu les divorces. Voilà. L'histoire. Que peut-on retenir de l'histoire? Justement, que peut-on retenir de l'histoire? Parce qu'avant d'ailleurs d'aller vers ces pays-là, nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire entre la République du Congo et tous ces pays. Les pays considérés comme pays voisins, comme pays amis. Donc, dire aujourd'hui que voilà, le fiancé est un exemple approximatif, comme on essaie de le donner, la fiancée ou encore l'épouse s'est mal comportée dans le mariage, je crois que cela ne tient pas debout. Parce que vous connaissez déjà l'attitude, non seulement l'attitude de la fiancée, mais vous connaissez aussi l'attitude de ses parents. Ses parents sont brutaux. Ses parents ont toujours mis à sac ces pays. Et voilà. Et c'est cette fille-là que vous voulez prendre en mariage. La connaissance de l'homme continue alors. Moi, je connais un couple 50 ans après le mariage. L'homme dit c'est pas les débats du jour. C'est pas les débats du jour, s'il vous plaît. Ce sont des langages imagés. Voilà, on va prendre comme ça la deuxième thématique. Je disais tantôt, on va parler de la rareté des maïs dans les grands Katanga, on en parle. Encore une fois de plus, le gouvernement suspecte une main noire derrière cette pénurie. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il y a eu des personnes en RDC avec connexion en Zambie qui ont suscité cette situation pour des raisons politiques. Mais ici, moi, la seule et l'unique question que je pose comme ça à monsieur Gédéon Atibo, qui sont ces personnes ou encore qui sont plus fortes, ces personnes qui sont plus fortes que les gouvernements congolais pour qu'aujourd'hui le grand Katanga souffre comme ça de la pénurie des maïs? Je m'interroge tout haut et je suis en droit de conclure ici que la politique de diabolisation et de victimisation ne paye pas. Et c'est à cela que l'on s'accroche depuis des années. Et le pouvoir en place ne devrait pas surtout essayer de nous conduire sur ces terrains-là. C'est un terrain assez glissant et assez compliqué. Et surtout encore, je rappelle ici que lorsque vous êtes au pouvoir, vous gérez. Vous n'avez pas le droit à l'erreur
Et surtout, vous n'avez pas droit à des excuses. Vous gérez tout en anticipant les événements. C'est très important. Mais le cas sous examen prouve à suffisance que nous gérons, mais nous n'avons pas la tête aux affaires. Nous avons bien sûr peut-être la tête ailleurs, les pieds ailleurs, et voilà, on ne se concentre pas sur la gestion de la res publica telle que l'ont défini le grand esprit qui nous ont en tout cas enseigné. Eh bien, lorsque vous êtes au pouvoir, il y a une situation qui arrive, c'est important aussi de savoir s'assumer. Les ministres le ministre de la communication et médias, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, au cours d'un point de presse auquel notre très cher confrère, estimé confrère Socrate a participé, il balance en pleine figure de journalistes qui auraient une main noire. Moi, je me dis c'est une bêtise, et si on était réellement homme d'État, c'est des paroles qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un porte-parole du gouvernement. Parce que là, il porte la voix du gouvernement, ça veut dire il donne crédit à cette version selon laquelle il y aurait une main noire derrière la pénurie, derrière la crise alimentaire qui secoue le Grand Katanga. Je rappelle ici la crise qui secoue le Grand Katanga a secoue presque toute la République. Et la situation est pareille aussi avec ce qu'on connaît à Kinshasa, parce que je rappelle ici que le sac, il y a quelques mois, ou encore avant l'avènement de ce pouvoir, ou encore avant 2019, un sac de la farine de maïs s'est négocié autour de entre 20 000, 18 000, 23 000. Et aujourd'hui, le tout dernier sac à Kinshasa coûte 50 000 et quelque chose. Les prix a doublé. Le prix est passé du simple au double. Est-ce que là aussi à Kinshasa, il y a une main noire? Vous comprenez, la gestion du pays est presque la même actuellement. À l'Est, on parle de l'insécurité. À l'Ouest, on parle des infrastructures qui manquent cruellement à cette population. Et encore au centre et aussi au sud, on commence à parler de la crise alimentaire, au-delà de la crise aussi institutionnelle qui est en train de se faire remarquer. Je vais ici donner quelques listes. Il y a hausse du prix d'impiodi. Je vais vous illustrer comment est-ce que le pouvoir gère les pays. Il y a hausse de prix d'impiodi, et là, je me souviens, on a accusé la compagnie Égale d'avoir, de Maman Olive, de surfacturer cette histoire. Il y a eu hausse du taux de change en République du Congo. On a accusé les cambistes de spéculation. Il y a eu pénurie de maïs. C'est les cas actuels auxquels on nous sommes confrontés, et on accuse un individu, et là il s'agirait, on est en train de citer clairement Moïse Katumbi, parce que c'est lui qui a des connexions. Donc pour vous, le gouvernement ne s'assume pas. Le gouvernement ne s'assume pas, et si Moïse Katumbi, un individu à lui seul, est en mesure de paralyser, de mettre à l'agonie toute une république, ça sous-entend que, messieurs, il faut plaindre votre leadership. Donc votre leadership est limité, vous n'avez pas un leadership éclairé, et que le leadership de celui qui vous malmène est plus fort, et c'est ce leadership-là dont nous avons besoin peut-être pour le rééducation de ces pays. C'est votre incapacité, votre incompétence dont vous devez rougir, au lieu de s'acharner sur un individu qui aurait des connexions. Encore, on a bien conjugué les verbes, je crois. Je continue avec la longue liste. Il y a eu problème d'homologation des stades de Martyrs. Je crois que tu es au courant de ça. Par rapport au manque de conformité, parce que le stade de Martyrs est resté dans cet état depuis des années. Et là aussi, on a accusé Katumbi d'influencer la décision contre la République du Congo. Je ne sais pas pour quel intérêt, à quoi ça sert. Il y a eu une exécution des travaux. On a accusé le journaliste de désinformation. Quand toutefois ici, quand on parlait même, on décriait même la mission de l'EAC. On nous a accusés, on nous a jeté à l'hégémonie ici. Il y a eu des êtres... Donc, ça veut dire que c'est comme ça que le régime tshisekédien
essaye de gérer les pouvoirs, essaye de gérer la République. Et on ne gère pas la République en se plaignant, on ne gère pas la République en pleurant, on gère la République en s'assumant et en prenant de meilleures dispositions, des meilleures décisions pour la République. Allez, avant de conclure, et très rapidement, on va accorder comme ça la parole à notre cher confrère. Déjà, j'ai cité les noms, j'ai même oublié les noms. J'ai dit on parle beaucoup. Voilà, mon frère Gilbert Ngonga. Allez, le gouvernement préconise justement l'affectation des 100 000 hectares dans chaque province pour accroître la production locale. Ça signifie quoi? C'est après avoir justement heurté que le gouvernement se rend compte que localement on doit aussi produire. Ça signifie que c'est une solution apportée par le gouvernement. Ce n'est pas pendant que les citoyens souffrent pour l'instant. Ce n'est pas dit que localement on ne produit pas. Non, je vous apprends qu'à Kanyama-Kansé, on produit le maïs, si bien que c'est insignifiant, mais on produit quand même le maïs. Je vous apprends qu'à part Kanyama-Kansé, il y a des entreprises au niveau du Grand Katanga, du Grand Kasaï qui produisent les maïs. Aujourd'hui, il y a un problème de pénurie des maïs presque dans la sous-région. Voilà pourquoi le gouvernement congolais, qui s'est rendu à travers une délégation en Zambie, a eu des informations vérifiées et vérifiables qu'il y a une main noire derrière la hausse de prix des maïs, de farine dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï pour des raisons électorales. Et qui est cité? Personne expressement, mais moi je sais qu'il s'agirait de Moïse Katumbi qui a des connexions. Mais comment tout un individu peut faire souffrir comme ça à toute une nation? Tout un individu peut faire souffrir la nation pour des visées électoralistes. Donc Katumbi est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il aura un discours à prononcer, n'est-ce pas? Il va faire comprendre à la population du Grand Katanga et celle des Grands Kasaï et de manière générale la population de la République démocratique du Congo que le régime de Kinshasa a mal géré le pays. Le problème, il n'est pas seulement sécuritaire, le problème c'est aussi alimentaire. Ça, voilà pourquoi comment le gouvernement congolais a peiné, n'est-ce pas, de prendre une solution adéquate par rapport à la hausse et la pénurie de maïs qui s'observe en Zambie. C'est quoi la main noire qui est derrière? Plutôt au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Donc, quelle est la main noire qui est derrière la pénurie de maïs en Zambie? Qui vous a dit que... Quelle est la main noire? Qui vous a dit qu'il y a pénurie de maïs en Zambie? Mais vérifiez les informations, vous êtes journaliste. Il ne faut pas s'arrêter. Vous êtes journaliste. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est dit. Il faut, tu es journaliste, vérifie l'information. Jonathan Makila, je demande à Tibou, vous devez retenir une chose. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin, laissez-le terminer. Il y a beaucoup de coups bas. Voyez, qui vous dit que la déclaration du gouvernement zambien est vraie ou est faux? Mais moi je pense que c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ça peut être une communication cosmétique dans le but de sanctifier la Zambie qui refuse de produire les maïs pour les Congolais. Voilà, c'est juste pour se cacher derrière que non, chez nous aussi il y a un problème de maïs, il y a pénurie de maïs, or qu'en réalité il n'y en a pas. Donc il y a toute une délégation composée de 10 ministres du gouvernement congolais qui s'est rendu en Zambie. Ils ont pris langue avec quelques ministres zambiens et ces ministres qui ont requis justement l'anonymat ont livré des informations de manière claire au gouvernement congolais. Et parmi ces informations, il y aura un opérateur économique congolais qui serait derrière la hausse de prix de maïs dans les Grands Katanga et Grands Kasaï juste pour des visées électorales. Et qui était derrière quelle était la main noire qui était derrière la pénurie de Mkiodi? S'il vous plaît, je vous dis... C'était quoi la main noire? Je vous dis merci. Je vous dis merci, nous sommes arrivés à la fin. Ça sera donc, comme ça tout. Justement, il a parlé de la production. On doit terminer. En 2 secondes, il a parlé de la production locale qui est faite au Congo. Et ça, c'est vrai. L'information est vérifiée. Mais qui a empêché
quelle est cette main noire qui empêche le gouvernement ou encore la République démocratique du Congo à produire la farine de maïs suffisamment pour nourrir toute la population? La Chine l'a fait avec une population extrêmement nombreuse, extrêmement concentrée, nombreuse. Voilà. Nous allons donc, ce sont là les détails. Ce sont là les détails qui font. Ce sont là les détails qui font croire que le pouvoir en place est en train de se cacher derrière des détails qui n'en sont pas. Moi, je préfère encore. S'il vous plaît, on a fini. Allez, ça sera tout pour. Nous ne sommes pas dans la comparaison, malheureusement. Vous essayez de comparer. Vous comparez l'incomparable. C'est demain, aimables auditeurs, mais aussi internautes. Merci de nous avoir suivis. On vous dit au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.